On dit que la Hongrie est une nation de poètes et le grand Attila József, le Rimbaud magyar, insurgé contre la laideur du monde, en est alors un monument. Il a quitté le parti qui ne l'a pas accepté. Il a pris part et parti pour l'éternité. Mais aujourd'hui, cet Attila-là est un peu à plat et la Hongrie, ancien empire, 50 ans après les chars russes, alors que la gauche s'y est effondrée, est un avant-poste de la contestation néo-populiste en Europe. L'ambassadeur de ce beau pays au vin puissant est avec nous au comptoir de l'info. Et de Budapest, nous filerons à Mexico, à bord d'une voiture grise de 1919. Puis retour à Toulouse avec l'association des avocats des jeunes. Bonsoir, du beau monde encore dans le comptoir sur TLT. Jean-Marc, bonsoir. Salut Greg. Gilbert Salinas, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous venez souvent avec des invités prestigieux. Comment faites-vous avec votre association pour avoir du si beau monde à Toulouse? Premièrement, la première chose que je voulais vous dire, c'est que l'Agence de développement économique et culturel Nord-Sud, que vous présidez, que je préside, mais qui héberge le centre d'information Europe Direct, part sur tous les pays. Et cette fois-ci, on a décidé de faire un clin d'œil à un pays qui n'avait jamais été, qui venait jamais ici, oui. Et donc la Hongrie. Et ceci nous a d'autant plus encouragé à faire cette démarche que la Hongrie représente la présidence européenne pendant 6 mois. Et donc, comme l'Europe est à toutes les sauces maintenant, est souvent décriée, et on ne voit que la partie cachée, la partie qui se voit, qui n'est pas vraiment agréable de l'Europe, j'ai pensé que M. l'ambassadeur serait véritablement un bon ambassadeur de l'Europe, oui, pour nous présenter toute enfin, c'est quand même curieux parce que, comme je le disais, la Hongrie a une position particulière en Europe. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Merci d'être à Toulouse avec nous. La Hongrie qui fait l'actualité, notamment avec sa loi sur les médias. On vous en a parlé ce matin sans doute à la fac. Vous avez fait une allocution. Une loi sur les médias jugée par certains liberticide. Alors avant d'avoir votre opinion, un portrait par François Germain, notre collaborateur de votre pays, la Hongrie. La Hongrie, pays du vin de Tokaï et du paprika, est située en Europe centrale, compte plus de 10 millions d'habitants et a pour capitale Budapest. Après avoir fait son entrée dans l'Union européenne en 2004, la Hongrie préside le Conseil européen depuis janvier dernier, et ce jusqu'au mois de juin. On connaît tous des Hongrois célèbres comme Franz Liszt ou Zaza Gabor, mais il y en a d'autres qui, malgré leur anonymat, ont laissé leurs traces dans notre quotidien. C'est le cas de József László Bíró, qui invente en 1938 le stylo-bille. Dans une moindre mesure, Erno Rubik a également inventé un objet connu de tous, le fameux Rubik's Cube, qui après quelques heures de manipulations acharnées, connaît généralement une fin mouvementée. Mais à l'heure actuelle, le vrai casse-tête de la Hongrie est bel et bien la liberté de la presse. En cause, la création fin 2010 d'un nouvel organe de régulation des médias que les journalistes rejettent en bloc. La liberté de la presse touche à sa fin en Hongrie, titre ce quotidien, qui d'ailleurs ne manque pas de traduire cette phrase en une vingtaine de langues afin d'attirer l'attention de ses voisins. Finalement, la loi a été modifiée mais continue de semer le trouble. De nombreuses manifestations ont eu lieu. La dernière en date s'est déroulée le 15 mars, jour de fête nationale, où les rues de Budapest ont vu défiler environ 30 000 personnes venues défendre l'idée d'une presse libre. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que les journalistes sont susceptibles? Ça peut être ça aussi. Non, la première chose, merci beaucoup pour cette invitation. J'aime beaucoup parler alors sur ce sujet parce que la liberté de presse, la liberté de parole, c'est une chose sacrée, c'est indispensable. Dans un pays démocratique, et je représente un pays démocratique, je suis un ambassadeur démocrate et je pense que la liberté de parole, c'est très important. Bien sûr que dans une société, toujours, il y a des débats politiques et c'est tout à fait naturel. Et quand il y a une nouvelle loi, alors concernant la média, alors bien sûr, c'est normal qu'il y a des différentes interprétations de cette loi, concernant cette loi. Et il faut savoir aussi en Hongrie qu'aujourd'hui, au Parlement, alors il y a un parti politique qui dispose que plus que 2 tiers majorité au Parlement, et l'opposition, alors c'est moins qu'un tiers. À cause de mal gouvernance de pays pendant 8 ans, alors maintenant il y a un autre gouvernement qui est arrivé. Et depuis des années, il y a déjà une discussion concernant la loi sur la média. Comme ancien juge à la Cour constitutionnelle,
constitutionnel. Alors, bien sûr, je peux vous dire que dans toutes les lois, ça peut arriver toujours les problèmes. Je ne veux cacher jamais. Mais pourquoi faire une loi sur les médias? Parce que, je vous dis, il y a deux choses. Alors, la loi sur la presse en forme écrite, la loi s'est adoptée avant le changement de régime. Alors, 1989, avec beaucoup de lacunes déjà dans la loi. Et l'autre chose, alors que la Cour constitutionnelle a mentionné pendant des années qu'il faut adopter une nouvelle loi parce que la loi, c'est déjà mauvaise, ne fonctionne plus. Alors, dans la réalité, alors, entre les différents partis politiques, il y avait beaucoup de négociations concernant le contenu pendant la législative précédente, mais on n'a pas abouti la discussion. On n'a pas réussi à aboutir la discussion. Et maintenant, étant donné qu'après les élections, un parti qui a reçu plus que 2 tiers majorité, alors il y avait possibilité d'adopter une loi. Parce que pour adopter cette loi, il faut 2 tiers majorité au Parlement. Et alors, avant la première législature, il n'y avait pas de compromis entre les partis politiques. Et maintenant, alors, c'est arrivé que le parti dispose plus que 2 tiers. En tout cas, l'Europe s'est émue de ce projet de loi, de cette loi. On Donc sait surveiller les également médias, en tout cas. que votre Premier ministre, Viktor Orban, semble avoir une réputation d'autorité. Il est à la fois anticapitaliste et anticommuniste. Être ensemble anticapitaliste et anticommuniste, c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est un charisme et il a choisi une route probablement hongroise, alors qui n'est pas vraiment la route ce que nous connaissons dans les autres pays, mais en même temps, alors quelqu'un qui est démocrate est le vice-président de PPE, du Parti populaire européen. Alors pour être vice-président de PPE, en même temps, il y a des critères qu'il peut remplir. Oui. Mais pour rentrer alors le sujet, alors bien sûr la Commission alors qui fait un contrôle. Nous avons dit tout le temps que c'est une très bonne chose. C'est un organe indépendant comme la Commission, alors les experts, alors qui peuvent regarder que cette loi est conforme avec la législation européenne ou non. Et après, alors nous avons le critique, alors il faut modifier dans 3 points, etc., etc. Nous avons fait. Mais vous savez très bien que la composition du Conseil supérieur audiovisuel... On a le CSA, nous, en France, voilà, voilà, exactement. Mais c'est toujours alors un grand débat. Alors la composition, est-ce que cette composition c'est un peu politique ou pas politique, vous savez qu'en France, il serait à la botte du gouvernement. Je ne veux pas alors entrer dans le débat dans ce domaine, mais je sais que c'est un sujet chaud. Oui. Alors en particulier la composition du Conseil audiovisuel. Et là-bas, alors, l'Europe ne peut pas vraiment intervenir parce que l'Europe, par la Commission, ne voulait pas donner les instructions. Le Parlement européen a critiqué quelques États, pas seulement la Hongrie. Je ne vais pas énumérer les autres pays aussi, mais en disant que la composition du Conseil supérieur, comment est-ce qu'elle peut vraiment assurer l'indépendance? Alors c'est un grand débat politique. Et puis le peuple hongrois a peut-être envie d'autorité. Il est vrai que la Hongrie a une histoire mouvementée, ancien pays du bloc soviétique. Je ne sais pas si le mot autorité est le mot bien choisi. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vouloir de la liberté sans vouloir d'autorité pour autant. Oui. Alors, il a également dans ses cartons un projet de réforme de la Constitution. Ça aussi, ça alerte les Européens. Avec un retour de la famille, il semblerait qu'il voudrait octroyer une voix supplémentaire pour les élections aux maires par enfant. Oui, c'est un débat vraiment en Hongrie. Ici, à mon avis, alors les politiciens ont voulu donner une influence, mais ce n'est pas décidé. C'est pas décidé. Mais c'est plutôt, à mon avis, le parti au pouvoir veut présenter qu'il y a des familles, il y a des enfants. Alors, quand il y a des enfants, alors c'est une grande responsabilité aussi parce que c'est la future génération. Et alors, étant donné que le nombre de la population diminue en Hongrie, alors ça vous pouvez imaginer que chaque année, le nombre de la population diminue. Alors, bien sûr, c'est le gouvernement, alors les partis, alors qui parlent, qui veulent montrer que voilà, alors c'est une société en vieillissant. Alors, c'est la raison, comment est-ce qu'il est possible de dynamiser la société? Il faut être sensible à l'immigration, peut-être. C'est peut-être vie aussi. Ou il faut intégrer les Roms. Dire que si on a 3 enfants, on a 3 voix. La question des Roms, c'est très important. J'aime beaucoup ce sujet aussi parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut vraiment agir. Et pendant la présidence hongroise, maintenant, alors la question des Roms, c'est un sujet très intéressant. Et alors, la Hongrie organise un grand débat sur ce sujet parce que notre vision, c'est un sujet européen. Ce n'est pas seulement un sujet en Bulgarie ou en Roumanie ou en Hongrie, mais un sujet européen. 12 millions de Roms qui habitent en Europe à peu près. Alors, c'est vraiment, il faut réfléchir alors concernant le framework, stratégie. Alors, comment est-ce qu'il est possible alors utiliser les fonds structurels aussi pour concernant l'éducation, concernant l'intégration. C'est un sujet absolument important et je pense que c'est pendant la présidence hongroise, alors je pense que nous pouvons présenter un document alors qui peut être un exemple. Mais j'ai rencontré une députée du PPE au Parlement européen qui a travaillé pour la reconnaissance du génocide de Tzigane. Donc tout est possible de tous les bords finalement. C'est un beau pays également. Est-ce que le tourisme, ça va pour vous?
Je pense que le tourisme, alors, ça devient de plus important. Alors, d'un côté, alors vraiment la beauté de mon pays. Je ne veux pas maintenant être ambassadeur de tourisme de la Hongrie, mais dans la réalité, le lac Balaton, alors les fleuves, la situation géographique de la ville de Budapest, à mon avis, c'est superbe. Alors, il y a plus de Français qui arrivent, par exemple, en Hongrie pour faire une visite à Budapest pendant un week-end, de Prague, Budapest, Vienne, etc. etc. Je pense que maintenant, que parmi les jeunes, il y a plus de personnes qui parlent en anglais, en français. Alors maintenant, beaucoup de jeunes qui arrivent aussi. Beaucoup de programmes d'Erasmus, par exemple, entre des universitaires, qui est très important. Alors, je pense que c'est maintenant la libre circulation de personnes en Europe, alors qui facilite un petit peu le contact entre les jeunes. Le Sziget, par exemple, alors le festival... Un festival que vous connaissez, Jean-Marc. C'est un festival rock-punk, un festival très très connu en Europe. Est-ce que la langue est un barrage, tiens, le hongrois? Parce que pour apprendre le hongrois, il faut s'attacher. Hein. Mais la vieille génération parle plutôt allemand chez nous. Mais maintenant, alors, les jeunes parlent en anglais. C'est sûr et certain, alors la langue véhiculaire est devenue l'anglais, alors comme partout dans le monde. Mais quand même, il y a beaucoup de monde donc, qui parle italien, français, etc., etc. Il y a beaucoup de lycées bilingues. Mais il faut savoir, si vous visitez la Hongrie, est-ce qu'il faut aller où? Où est-ce qu'il faut manger? Où est-ce qu'il y a un café où vous pouvez parler, etc., avec les Hongrois? Alors, mais je pense que c'est maintenant, il y a un mouvement, alors c'est très positif, alors qu'il y a beaucoup d'échanges entre différentes générations. Deux dernières questions, peut-être rapidement, dont une à Gilbert Salinas. Est-ce que vous vous sentez plus en Hongrie du côté d'un bloc, d'une Europe allemande plutôt que d'une Europe française et latine? C'est difficile à répondre. Bon, vous parlez fort bien français, on vous remercie d'ailleurs de cette conversation. Non, mais... Alors c'est l'Allemagne ou c'est plutôt tous les la deux. France? Tous les deux, parce que nous avons une frontière commune avec l'Autriche. Là-bas, alors, par exemple, l'allemand, ça joue un rôle très important, la langue allemande. Alors là-bas, il y a connexion très forte, l'histoire, etc., la monarchie austro-hongroise, etc., Mais quand même, aujourd'hui, alors, c'est un monde beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ouvert. Alors, avec la France aussi, alors, ça, il y a plein de contacts. Alors, je ne veux pas dire que c'est l'Allemagne. Maintenant, alors, avec tout le monde, nous voulons rester très ouverts et qu'il y ait certains contacts. Merci beaucoup, Gilbert Salinas. Les échanges, c'est dans un sens et dans l'autre. Vous avez invité Monsieur l'ambassadeur. Vous allez conduire une délégation de Toulousains en Hongrie? Eh bien, c'est le but, c'est un des buts. Nous avons organisé cette journée de Monsieur l'ambassadeur ici à Toulouse. Une grande journée, très dynamique. Ils viennent de faire d'ailleurs une conférence à l'université. On va voir des entreprises. Ce soir, nous avons un grand dîner débat où il va exposer devant plus d'une centaine de chefs d'entreprise la politique économique de son pays. Il est assisté d'ailleurs de son conseiller commercial. Et de là, la mission essentielle, c'est de partir avant la fin de juin en Hongrie, avec, comme d'habitude, une trentaine de chefs d'entreprise qui sont friands de découvrir ce pays, mais aussi de voir dans quelles possibilités... il y a de faire des affaires. Merci Gilbert Salinas. Et vous parlez du stylo-bille, je voulais dire, le stylo-bille peut-être nous servira à conclure quelques contrats. Ne prenez pas de messmaker avec des contrats avec vous. Vous êtes avocat, je crois, de formation. Oui. Vous avez des avocates à côté de vous. Est-ce que vous sentez la fibre immédiatement. On est en famille. Identifier alors où sont les problèmes dans notre métier. Voilà. Donc nous avons deux représentantes, en tout cas, on parle tout à l'heure, mais des associations, des avocats, des jeunes de Toulouse. On parle ensuite avec vous toutes les deux. A tout de suite.